le fait d'être considéré peut-être un peu comme fou, extraterrestre, appelons ça comme on veut, d'être marginal, de ne pas faire comme les autres, t'amène à avoir des relations humaines, parce que finalement c'est l'essence même des choses. Moi, toute ma vie, je suis capable de faire de gros efforts pour vivre juste quelques émotions ou un partage avec quelqu'un. Salut Serge. Salut Stan. Bienvenue à l'Explora Basecamp. Avec plaisir. Je suis ravi de t'accueillir ici à plusieurs titres. Déjà parce que je trouve que notre relation est assez forte. On a vécu pas mal de choses en assez peu de temps. Je suis d'accord avec toi. Et ça m'intéresse de creuser avec notre communauté certains aspects qui, je suis sûr, vont plaire à tout le monde. Serge, t'es un personnage en préparant cet échange. Personnage à plusieurs facettes. Moi, je vois l'alpiniste, guide. Je vois le coureur, ultra-fond, je vois le sportif qui se dépense avec la boxe, l'Atlantique. Tu me disais avant notre échange que je connaissais même pas cet exploit de toi. À chaque fois que je te parle, j'ai l'impression que je découvre un nouvel exploit. Comment tout ça se passe dans ton cerveau, dans ta vie? Comment ça s'est tramé? C'est toujours difficile de commencer à expliquer et parler de soi-même, mais je pense que ma plus grande chance, c'est que tout le monde m'appelle que je suis un aventurier. Et moi, j'ai l'impression que je me dissocie des autres aventuriers du 21e siècle, non pas que je vais être individualiste ou bien unique, pas forcément, mais j'ai l'impression qu'il y a une très grande différence, parce qu'au jour d'aujourd'hui, un aventurier, c'est quelqu'un qui crée des aventures de toutes pièces, qui les imagine, qu'elles sont belles, qu'elles sont fortes, qu'elles sont louables ou bien pas, ça m'est égal, mais quand ils font une aventure, ils calculent automatiquement quelle sera la retombée de leur aventure, de façon à pouvoir faire une nouvelle aventure et vivre de l'aventure. Et moi, j'ai pas du tout l'impression d'être comme ça. J'ai tout simplement l'impression que toute ma vie, de la naissance à aujourd'hui, n'est qu'une aventure. Ma vie est une aventure. Je cherche pas à faire des aventures. Même ma vie est une aventure. Quand on parle de guide de montagne, depuis ma collaboration avec Explora, je le vois encore plus. Finalement, ce qui fascine la plupart des clients qui s'inscrivent sur un programme que j'anime dans le cadre du partenariat qu'on a, c'est en fait de découvrir la passion de la vie, la valeur des choses simples, au travers d'un personnage qui est moi le guide, sur le plan technique, mais sur le plan capacité de transmettre un message finalement, le message d'avoir la chance d'être né dans un pays riche et en bonne santé. Ce qu'on fait ici, il faut pas l'oublier, ça reste un privilège et je crois que toute ma vie d'aventure m'a amené à être capable peut-être de faire vivre aux gens des émotions au-dessus de la moyenne et je pense que ça c'est un privilège. Du coup, c'est un beau message, un bon résumé du message, c'est vrai que tu portes à tous nos participants sur les programmes. Et si on revient, Serge, à comment ce feu est né en toi, comment ça a démarré? Où est-ce que tu as grandi? T'étais dans ça a quel commencé, environnement? si on fait un peu le background de ma vie, d'abord j'ai commencé un petit peu compliqué. Je suis né à 1,310 kg à 6 mois et demi. On ne sait jamais très bien pourquoi, mais je pense que j'ai un petit instinct de survie et de lutte perpétuelle en moi qui vient de ma naissance, un départ compliqué. Après, j'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman qui m'ont enseigné les valeurs de base, qu'elles soient éco-responsable, protection de l'environnement durable. Je me faisais vraiment gueuler si je laissais traîner un papier par terre à une période où tout le monde laissait un peu tout, n'importe comment. Donc j'ai eu la chance d'avoir ces valeurs de base de respect de la vie. Et je pense que mes parents m'ont enseigné quelque chose de très très important. Mes parents me laissaient toujours, même quand j'étais gamin, le choix. J'avais toujours le choix de ma propre décision. Mais ma maman, qui était très très dure en éducation à ce niveau-là, me disait toujours, c'est toi qui choisis. Mais si tu dis oui, tu vas jusqu'au bout du oui. Et si tu dis non, tu vas jusqu'au bout du non. Et quand on est gamin, c'est pas toujours facile. Mais par contre, ça m'a permis de toute ma vie de me poser des bonnes questions au bon moment de ma vie et de prendre des décisions. Et chaque fois que j'ai pris une décision de oui, j'ai essayé d'assumer jusqu'au bout et ça m'a souvent bien réussi. Donc après, l'adolescence a passé. Maintenant, si on caricature un petit peu ce que tout le monde a envie de savoir, ce que j'ai fait dans les aventures. D'abord, j'ai été sportif de haut niveau. J'étais boxeur. J'ai commencé par la boxe à 15 ans et demi. J'ai arrêté à 27 ans. Le résultat des courses en amateur, j'ai été 6 fois champion suisse de boxe dans 3 catégories différentes. 84 combats et une sélection aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976. Donc les 5 dernières années, j'étais encore en entraînement la moitié de l'année. Je m'entraînais 6 jours sur 7. Qu'est-ce que tu as appris pendant cette période-là, sur toi? La boxe m'a permis de passer de l'adolescence à l'âge adulte. C'est-à-dire, j'ai appris à recevoir des coups et pas abandonner.
J'ai appris à serrer les dents, à dépasser mes limites probablement, à sortir de ma zone de confort perpétuellement. Et j'ai eu surtout le privilège de rencontrer un entraîneur qui a littéralement été un deuxième papa pour moi. On a fait une carrière exceptionnelle ensemble pendant 12 ans. Et il m'a dit un jour quelque chose de fantastique. Il m'a dit, t'es pas fait pour la boxe. Donc c'est pas très encourageant quand t'as 18 ans puis que t'as ton entraîneur qui te dit ça. T'es pas fait pour la boxe. Mais si tu écoutes mes conseils, tu seras récompensé de tes efforts. Et c'est peut-être exactement ce que je suis en train de faire avec les participants d'Explorer Project dans les niveaux montagne que j'anime. C'est que la plupart, ils sont pas faits pour la montagne. Parce que c'est normal, ils n'en ont jamais fait. Ils sont urbains. Ils sont pas faits pour la montagne et pourtant, avec des bons conseils, ils réussissent à sortir de leur zone de confort, ils réussissent à dépasser leurs limites, ils réussissent à s'émerveiller de choses très simples, et ils réussissent à réaliser que c'est juste fantastique, quoi. Les choses s'enchaînent assez logiquement dans ma vie. Il y a rien qui arrive au hasard un samedi matin comme ça. Donc quand j'ai arrêté la boxe parce qu'il y avait plus de possibilité de progression en amateur, parce que la fédération était un peu pourrie, comme on sait être le milieu de la boxe. Avec mon entraîneur et mon club, ça allait très bien. Avec la fédération suisse, c'était pas une très bonne période dans ce temps-là. Donc j'ai décidé d'arrêter à 10h le matin. J'ai envoyé ma démission à la fédération suisse. Et à 14h, je me suis inscrit au cours d'Aspiranguine. C'est tout à fait mon style de faire. Je prends des décisions, je réfléchis un moment, puis après je m'y tiens. Donc après, pendant 2 ans, j'ai rattrapé un peu la technique de montagne que j'avais délaissée les 5 dernières années. Parce que tu avais une culture de montagne dans tes premières années? J'avais une culture de montagne, de nouveau grâce à mes parents. Moi, je suis un pur produit de papa-maman. Hein. J'ai simplement poussé le bouchon une génération plus loin que des possibilités qui m'étaient données à moi ou que j'ai prises. Donc ma maman nous a amenés à l'amour de la montagne, mon frère et moi. Dans quel coin spécifiquement Principalement Valais. Moi, je viens du Valais. Et puis mon papa avait l'amour de la forêt, de la rivière, des petits animaux, des fleurs et des papillons. Et en fait, je suis un pur produit de ça. J'aime tout ce qui est la grande nature. Je l'actualise le plus dans la haute montagne parce que c'est devenu un métier et j'adore mes montagnes. Mais j'adore aussi bien les alpages, les fleurs et le bord de la rivière, quoi. J'ai pas de problème avec ça. Donc j'ai réalisé que en arrêtant la boxe, j'étais aussi content d'arrêter d'aller toujours dans un sous-sol pour m'entraîner dans une cave. Et puis que j'avais envie d'aller à l'air. Et comme j'avais commencé à courir tous les matins à 6h le matin, comme tout boxeur qui essaie de pas être trop mauvais, il fait son footing à 6h le matin. Donc je m'apercevais que j'aimais bien courir et j'ai commencé à prendre la course à pied comme un esprit de liberté parallèlement à la montagne. Donc 2 ans et demi plus tard, j'ai passé mon brevet d'aspirant guide et guide. Donc après, j'avais décidé de vouloir travailler de ce métier-là. Le résultat, on est 39 ans plus loin, ça fait 39 ans que je suis guide de montagne. 30 ans de carrière à plein temps, 12 mois sur 12. Et j'ai toujours la même passion et le même respect de ce qui m'habite. Donc je m'ennuie pas du tout. Donc j'ai commencé à courir dans un esprit de liberté. Là, je me suis aperçu que le trail, à l'époque, a intéressé 5, 10, 50, 100, 500 personnes, quand maintenant il y en a 5000, 10 000 ou 100 000. Donc c'était pas très courant, on était quelques fous furieux par-ci par-là, et je me suis aperçu que j'aimais la montagne, et en même temps que j'avais des capacités de course à pied, j'ai commencé à faire des trails avant l'heure, c'est-à-dire j'enchaînais des refuges. En fait, j'allais dire bonjour à 1, 2, 3 gardiens. C'est tellement pas logique quand tu arrives à 10h le matin dans un refuge, ou bien à 14h l'après-midi, tu bois un bouillon, tu manges quelque chose, puis tu dis, je vais dans la vallée d'à côté, puis je vais dormir dans l'autre refuge. Tout le monde te regarde comme un extraterrestre, et je trouvais ça extraordinaire. La capacité du cours à pied que j'avais avec le fond physique de la boxe, de pouvoir enchaîner 2, 3, 4, 5 refuges avec 5000, 8000 mètres dénivelés en moins de 24 heures, c'était pas du tout courant à l'époque, c'est le cas de dire. Donc il y a quelque chose quand même dans tes choix de l'ordre de tu aimes bien aussi être regardé un peu comme un extraterrestre. Tu trouves ça un peu grisant de faire des choses un peu extraordinaires. C'est peut-être narcissique, tout ce qu'on veut, j'en ai rien à foutre. En fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est de pas correspondre à personne. Je corresponds ni aux gens bien ni aux gens mal. Je suis toujours un petit peu borderline peut-être, pas forcément dans la grosse illégalité, mais dans la manière de construire mes aventures. Et puis le fait d'être considéré peut-être un peu comme fou, extraterrestre, appelons ça comme on veut, d'être marginal, de pas faire comme les autres, t'amène à avoir des relations humaines, parce que finalement c'est l'essence même des choses. Moi, toute ma vie, je suis capable de faire de gros efforts pour vivre juste quelques émotions ou un partage avec quelqu'un. Et d'être regardé comme pas normal, comme fou, comme unique, te permet de vivre des émotions exceptionnelles, quoi. Et c'est ce qui a prévalu quand j'arrivais dans le 3e refuge dans la journée. Le gardien me dit, ou bien les clients qui sont là dans la cabane, j'ai déjà fait ce refuge ce matin, puis l'autre, automatiquement ils te regardent bizarrement et ça gêne. Ouais, mais tu t'entraînes comment, pourquoi, et puis pourquoi tu fais ça? Et de pas être normal amène à une satisfaction. Oui, on a tous besoin d'être considérés uniques, et moi j'en avais certainement
peut-être plus besoin que d'autres, j'en sais rien. Toujours est-il que c'est grisant comme histoire. Il y a la montagne, c'est sûr, c'est très important, mais il y a quand même où j'ai mis ma vie en parenthèse pendant 10 ans avec mon ex-femme. Je me suis mis à courir de plus en plus d'un refuge à l'autre, et puis là je me suis dit, et puis si je voyageais de cette manière-là, si j'allais à la rencontre des humains. Et là il y a eu une démarche très importante au port de mes 40 ans, où j'avais 2 enfants à charge qui habitaient avec la maman, dont je suis resté en bon terme. Je me suis aperçu que j'avais envie de m'immerger sur les routes du monde pour voir ce que vivaient le 80% des humains de la planète. Là on est en quelle année, Serge, à peu près? Bonne question, en 95. 95. Moi, je réfléchis en 95, je suis suisse, donc en 95. Mais moi, à cette période de ma vie, j'avais envie d'aller voir ce que vit le 80% des humains en utilisant les mêmes routes que t'emploies toi, ou lui ou l'autre, pour aller à l'école, pour aller au travail, pour amener ses enfants à l'hôpital, pour partir en vacances. En fait, rien de spécial, mais j'avais envie de les faire d'une manière originale. Donc, comme j'avais des capacités de courir à pied, on a décidé de faire un premier périple pour voir si j'étais capable de courir des grandes distances. Donc, le résultat des courses, c'est 10 ans de vie entre 40 et 50 ans, avec 8 ans et demi sur les routes du monde. C'est-à-dire, le luxe, c'est d'avoir couru de Gibraltar, Espagne, jusqu'au Cap Nord, au nord de la Norvège. C'est 12 pays d'Europe. 10 400 km de course à pied à 12 km/h. Je précise quand même que tous mes voyages de course à pied ont été faits à 12 km/h. C'est une bonne allure quand même. 5 minutes au kilomètre. Donc, évidemment, je ne suis pas en compétition, donc je me suis arrêté. C'est pas une histoire. On ne fait pas du sport, c'est une manière de vivre. On apprend à traverser la vie des autres et la mienne au rythme de 12 km/h. Et Nicole était assise sur une petite moto avec une petite remorque qui était dans notre maison. Donc aucune assistance, aucune équipe logistique, aucun staff. On a tout géré nous-mêmes. Une femme, un homme lâchés sur les routes du monde. On a géré les maladies, les accidents, les pays en guerre, la corruption, la justice, l'injustice, tout ce qui jalonne les routes du monde. Donc je reviens au kilomètre parce que c'est ce qui intéresse les gens. C'est l'intégrale de l'Europe de Gibraltar jusqu'au Cap Nord. Après, on a tout vendu. On a pris le risque de tout perdre sans même savoir si on allait gagner 1 mètre. Et c'est ce qui différencie les autres aventuriers que, comme je l'ai dit, ma vie est une aventure. Donc, on a vraiment pris le risque. On a vendu l'appartement, la voiture, la télévision, on a largué le 50% des assurances. Et on est parti à l'autre bout du monde, à Ushuaia, Terre de Feu, Cap Horn, pour Patagonie. Continuer sur cette vie-là. Et j'ai couru l'intégralité de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, le Mexique, les États-Unis, le Canada et l'Alaska pendant 3 ans, non-stop, sans jamais rentrer entre deux. Avec Nicole sur un vélo, sur un scooter, un deuxième scooter, enfin, les choses se sont... C'est complètement dingue, cette aventure. Et après ça, on a enchaîné avec un tour du monde de 5 ans et 3 mois non-stop. Donc 40 912 km de course à pied. Si on ajoute l'intégrale de l'Europe, l'intégrale des Amériques et un tour du monde, ça représente quand même 75 000 km de course à pied à 12 km/h, de moto et remorque pour Nicole, 66 pays du monde et les 5 continents. Et tout ça avec une idée où je pensais que c'était intelligent de le faire d'une manière intelligente. On a vendu 1 kilomètre pour un sourire d'enfant à l'époque où les réseaux n'existaient pas. Donc à coup de médias, de journal local ou de radio de mon petit canton du Valais, on a récolté plus de 450 000 euros pour des enfants. Donc ça a donné la chance à quelques enfants d'améliorer leur situation difficile. Je reviens toujours à dire, le luxe de pouvoir courir 75 000 km de course à pied, c'est la chance d'être né dans un pays riche et en bonne santé et de faire un choix libre. Personne ne m'a demandé de le faire, ça reste un privilège et un luxe. Maintenant, ce qu'on en a retiré là-dessus, je reviens avec cette histoire de la montagne, quand on me regardait bizarrement quand j'avais enchaîné 3 ou 4 ou 5 refuges dans la journée. Imaginez, est-ce que vous avez déjà vu passer sur votre balcon, que ce soit ici ou ailleurs, une femme, une moto, une remorque avec des bagages usés, un type en short, et puis on est ici à Annecy, et puis tu vois ça dans la rue, puis tu lui demandes au bonhomme ou à la dame d'où ils viennent, et puis il te dit je viens de Rio de Janeiro ou bien de Kuala Lumpur, tu dis il y a une erreur, il y a un bug, c'est pas normal. Ah ben oui, c'est juste, je suis parti il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a X années. Et ce principe d'appartenir à personne, ça c'est le luxe de la liberté maximale, c'est le prix à payer de la liberté au-delà du raisonnable, c'est-à-dire qu'on correspondait ni aux gens riches, ni aux gens pauvres, on était complètement unique et atypique. Libre. Complètement libre, à tel point qu'on jouait sur le borderline, même quand les flics nous arrêtaient en devant nous verbaliser parce que Nicole n'avait pas de casque sur la tête, style un pays comme les États-Unis où on sait très bien les gyrophares et le flic qui sort, en principe on est cuit, quoi. Eh bien on repartait avec la bénédiction des flics en nous disant dites pas que vous nous avez rencontrés parce que si notre hiérarchie apprend qu'on vous a pas verbalisé, on aura des problèmes nous. Oh, non, on vous a pas vu. Parce qu'ils étaient sensibles à votre démarche. Voilà, et ce sentiment d'appartenir à personne, ni aux riches ni aux pauvres, et puis
puis d'être libre sur les routes du monde en devant rien à personne à part la décision qu'on avait mise en place par nous-mêmes, c'est un luxe exceptionnel. C'est le plus beau sentiment que j'ai jamais vécu. Ce qui m'intrigue, Serge, c'est que je connais un peu cet effet d'arme, mais je me demande encore ce qu'il y a dans l'homme, pour de vrai. Je sais que tu as une carapace très costaud et que assez peu d'événements ont l'air de te bousculer vraiment. Mais moi, j'ai envie de savoir un peu ce que tu as ressenti, ce que dans cette traversée de la planète en courant. Qu'est-ce qui t'anime pour de vrai, en fait? Qu'est-ce qui te fait avancer? Parce que sur tous ces jours-là, 10 ans, mais t'as dû... Peut-être qu'avec le filtre et du temps, ça paraît plus beau que ça n'était, mais t'as dû avoir des moments terribles aussi. Je crois pas que ça a été plus beau que ce que j'enjolive pas avec les années. J'aurais plutôt tendance à dire que même moi, je suis étonné de ce qu'on a réussi à faire sur les routes du monde, parce que c'est quand même extrêmement exigeant. On a eu des climats extrêmes, on a eu des pays en guerre, on a eu des maladies, des paludismes à répétition, des fièvres tropicales. Enfin, il faut pas croire, il y a le prix à payer du rêve. D'ailleurs, je suis un intervenant en entreprise sur le thème « Avoir le courage d'oser » et puis prendre des décisions et payer le prix de ses choix. Et je sais de quoi je parle, on a transpiré pour ça. Donc je crois pas que je l'enjolive, mais je réalise ce privilège, je le dis encore et toujours, ce qu'on oublie un petit peu, la chance d'être né du bon côté du monde, où je me suis aperçu qu'il y a des centaines de milliers de gens autour du monde pour qui la vie est difficile, voire très difficile, voire insupportable, parce qu'ils n'ont pas choisi. La mienne était dure, elle était exigeante, elle était extrême parfois, mais parce que j'ai choisi. Donc quand on réalise ce privilège de choisir son propre chemin de difficulté, mais c'est fantastique. Et quand viennent les difficultés, si on réalise ça et puis on se regarde honnêtement sans tricherie, on se la coince puis on continue, puis la vie est belle. Et ce qui m'anime dans ce genre de démarche, que ça soit le guide de montagne, je pense que c'est la même démarche que celle qui anime le Tour du Monde. Enfin, le Tour du Monde, Europe, Amérique, le Tour du Monde, c'est tout la même chose pour moi. C'est cette manière de vivre pendant 10 ans. C'est tout simplement la passion de la vie. Je veux dire, je crois que la vie, d'être en bonne santé pour l'âge qu'on a et les relations humaines que procure une vie de sportif ou d'aventure, c'est juste exceptionnel. Je crois que j'aime la vie, j'aime la passion, j'aime les gens surtout. Donc c'est la définition de ta vie réussie qui rentre un peu en jeu. Pour toi, une vie réussie, c'est une vie de rencontre? Une vie de passion, je pense. Quand on a une passion, je vois aussi, je suis l'ami et le guide d'un handicapé avec qui on a fait un film qui s'appelle Jusqu'au bout du possible. Quand je vois ce gaillard pendant 30 ans qui, pour boire une tasse de café, doit prendre les deux mains et puis trempe de partout, alors que dans le monde des handicaps, il va bien par rapport à d'autres handicapés, je me dis, mais arrête de te plaindre de tes petites difficultés. Je crois que le monde m'a appris une chose fondamentale, c'est tout simplement... je le dis en conférence, quand on me dit qu'est-ce que tu as apporté les héros du monde, j'ai un peu plus de tolérance, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qui nous manque dans nos pays riches. On a tellement d'idées préconçues, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est juste, ça c'est faux. Et je crois que cette petite tolérance en plus permet d'accepter d'être là aujourd'hui et puis de se battre avec nos difficultés des pays riches que j'occulte pas, qui sont compliquées, qui sont complexes. On le voit maintenant avec l'évolution du monde entre la pandémie, le climat et le reste. On dit pas que c'est facile. Mais enfin, il faut quand même être réaliste. Je préfère de loin me battre avec les difficultés des pays riches que de me battre avec les difficultés des pays pauvres. D'ailleurs, on voit jamais un riche qui va s'installer dans un pays pauvre pour vivre comme les pauvres. Il y va avec sa richesse et puis ça devient un expat et puis il prend tous les privilèges du pays dans lequel il est puis il garde sa sécurité. On voit pas le contraire. Et justement, tu parlais, Serge, je suis prêt à payer le prix de cette vie-là. T'as dû payer un certain prix aujourd'hui dans tes aventures. Qu'est-ce que tu as sacrifié? Alors moi, quand je dis payer un prix, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de négatif. Ça veut dire qu'il faut accepter le prix à payer de ses choix. Donc, par exemple, ma vie d'aventure a fait que je suis à ma 3e vie de couple. Actuellement, je crois que j'ai le best-of. Je vis avec Isabelle depuis 15 ans et je pense qu'on s'est très bien trouvé. On y a amené le meilleur et le pire de ce qu'on avait déjà comme expérience derrière nous. Puis je crois qu'on construit une vie d'émotion et de respect et de tolérance qui est assez élevée. Et je profite pour lui dire merci. Et puis,
Donc le prix à payer, c'est 3 vies de couple. C'était pas forcément prévu au départ. J'ai pas été éduqué comme ça. On a pris le meilleur de ce qu'on avait à partager. Puis quand ça venait trop conflictuel, on s'est assis autour d'une table. Puis on a décidé de reprendre chacun sa liberté. Je crois qu'on a partagé que les bonnes choses avant d'aller dans un mur. Et c'est aussi un prix à payer. J'ai par exemple pas de plan de carrière. J'ai pas de maison. J'ai pas de terrain. J'ai pas d'héritage. J'ai pas un sou de fortune. J'ai pas un sou de dette non plus. C'est ma liberté. Mais je dois rien à personne. Et je suis en tout cas pas devenu jaloux de celui qui a créé sa carrière, par exemple. J'ai pas construit une entreprise, j'ai pas construit une maison. Et à la limite, au stade où je suis, j'ai 66 ans et je m'en fous et je m'en contrefous de rien posséder. J'ai la plus belle richesse du monde. J'ai des expériences, j'ai des émotions, j'ai du vécu, j'ai 2 enfants, j'ai 2 petits-enfants, j'ai une bonne santé pour l'âge que j'ai. Et puis ça me suffit amplement à mon bonheur. Et j'ai cette chance d'être arrivé au stade de pas jalouser celui qui a bossé dur pour payer sa maison ou sa belle voiture, quoi. En fait, je m'en fous. Comment est-ce que tu transmets ces valeurs-là justement à tes enfants, par exemple? Comment aujourd'hui tu le fais? Par l'exemple ou... Je pense simplement en partageant un peu de temps avec eux et des émotions fortes. Je les vois pas forcément très souvent, mais je les vois régulièrement et presque à chaque fois, ils savent qu'avec le grand-papa pour mes petits-enfants, par exemple, ça a été la même chose pour mes enfants, ils savent qu'on va vivre quelque chose de fort. Et comme par hasard, à chaque fois, c'est soit un feu de camp, c'est soit une nuit, c'est un balancement au bout d'une corde, voilà, on vit des choses relativement simples, mais relativement authentiques et fortes, avec toujours cette référence de la grande nature. Je pense que la nature, c'est la seule chose sur laquelle on peut se fier, quoi. La seule chose qui ment pas. Je sais pas si ça ment pas, elle est agressive, hein, elle est pas gentille avec nous, la nature. Je dis toujours la haute montagne, je reviens à la montagne là, parce que comme guide c'est assez important. Quand je dis aux gens vous faites pas d'erreurs, en fait la montagne elle s'en fout complètement que tu fasses des erreurs ou que tu en fasses pas. Tu fais juste, tu restes vivant, tu fais faux, tu risques de mourir. Les 10 premières années de ma vie de guide de montagne, je faisais parallèlement des ascensions en solitaire où j'acceptais le prix à payer de mon choix, c'est-à-dire quand on fait une ascension en solitaire, c'est-à-dire sans corde, sans assurage, tout seul face à la haute montagne, en y mettant encore un certain niveau important de difficulté, on sait très bien quelles sont les règles du jeu. Soit tu fais pas d'erreur et puis tu rentres à la maison, soit tu fais une erreur, tu tombes et tu es mort. Et c'est un jeu absolu que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Je connais des alpinistes qui sont très forts, qui feront jamais des solitaires, parce qu'en fait c'est un état d'esprit d'être solitaire. Ça veut dire cette communion étroite avec la grande nature où on prend toutes ces décisions et on paye le prix maximum de ces décisions. C'est une forme de jouissance où il faut pas jouer trop loin. D'ailleurs, un jour, je me suis dit, il faut que j'arrête. Chaque année, je mets un objectif plus dur, plus grand, plus loin. Et après, on finit presque par intéresser les médias ou les sponsors. Et finalement, on croit qu'on est libre. Et puis, on se sent pressé par son propre ego de vouloir être le seul, l'unique, et le Guinness Book et le sponsor, et finalement on fait un jour l'erreur de trop. On voit au jour d'aujourd'hui dans la montagne des gens qui sont, quand ils sont jeunes, ils sont forts, très forts, extrêmement forts, surdoués, et ils meurent avant 35 ans. Et moi j'ai une barrière, j'aime trop la vie, je trouve qu'il n'y a aucun challenge au monde qui vaut la peine de prendre le risque de mourir. Si on doit mourir, ça reste un accident. Mais ça fait pas partie du bagage potentiellement. Alors que je connais d'autres aventuriers qui se disent, si je dois mourir, je préfère vivre intensément moins d'années que de vivre trop d'années monotones. Moi, je préfère vivre beaucoup d'années le plus longtemps possible, le plus intensément possible. Jean Troyer qui disait la définition du bon alpiniste, c'est l'alpiniste vivant. Oui, on dit aussi un bon guide est un vieux guide, et puis ainsi de suite. Oui, ça veut dire que, d'ailleurs, Jean Troyer est toujours vivant, alors qu'il a pris d'immenses risques, c'est aussi un de mes amis. Il est venu nous faire des photos en Alaska, sur la route d'Alaska, avec une bonne fondue, donc on s'en rappelle, ce genre de choses. Tu parlais de ta montée en solitaire, ou ton ascension en solitaire? Oui, bon, j'ai eu peur plusieurs fois, j'ai eu aussi cette chance peut-être d'être toujours là, en bonne santé. Je pense que j'ai eu quelques jokers dans ma vie. On peut calculer tous les risques qu'on veut, on peut faire attention comme on veut, mais ça peut arriver que dans une vie assez intense comme peut être la mienne, il y a des risques mortels. Et en montagne, je pense que j'ai eu quelques bons jokers. Je me rappelle d'une ascension solitaire en face nord du Cervin où j'ai perdu un crampon parce qu'il y a un caillou qui m'a tapé le soulier. Puis j'étais vraiment dans une position du genre très inconfortable, suspendu sur un marteau à glace qui avait glissé de 5 cm dans la glace. Je me suis mis à trembler pendant 5 minutes. Je pense que j'ai plus risqué par mes tremblements
me tuer que l'accident au départ. T'étais seul? Je dis, ah ben oui, j'étais en solo sans rien, j'étais à 450 mètres du bas, à la moitié de la hauteur de la face, donc c'est clair qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête, et là on réalise qu'on décide pas tout nous-mêmes, il y a aussi une forme de destinée qu'il faut peut-être savoir accepter, pas seulement on s'en rend compte dans les actions extrêmes comme l'ascension que j'explique, mais dans la vie de tous les jours, je veux dire, on peut très bien bêtement se trouver sur la route puis un camion est en face, on ne pouvait rien faire. Je veux dire, on décide pas de tout. Ça, c'est la part. Si on a peur de ce genre de risque, il faut rester à la maison puis rien faire, quoi, je veux dire. Donc ça fait pas partie du bagage. Mais des souvenirs comme ça, on va pas énumérer toutes les fois où j'ai eu un joker. En 2014, j'ai fait 250 mètres de chute avec ma cliente sur un grand 4000 mètres sur la dent des reins en Valais. Je veux dire, le sauveteur qui est venu me chercher en hélicoptère, il a dit on peut parler de miracle de vous retrouver vivant. Pas plus tard que l'année passée, la foudre, on a vraiment eu extrêmement peur. Ça a duré 30 secondes, mais ces 30 secondes-là, elles sont marquées au fer rouge. Hein. Je veux dire, on n'a pas été foudroyé. Ça a pas été juste à côté, on a cru que la tête allait exploser, et puis on a eu peur. Ben oui, on a eu peur. Mais voilà, ça fait partie des choses. Quand on se retrouve dans un désert mexicain avec une femme, un feu, et au milieu de nulle part, et puis qu'il y a 50 fusils autour de vous, et puis la moitié c'est tous des hommes qui sont descendus d'un camion en pensant qu'on était des espions parce qu'on avait un téléphone satellite, et puis que vous êtes avec une femme au milieu du désert, et puis qu'il y a 50 fusils qui sont armés, on fait pas les malins. C'était une guérilla, on n'a jamais su ce que c'était. Comment ça s'est soldé? Eh bien, j'ai réussi à leur faire comprendre que j'avais un article de journal qui expliquait ce qu'on faisait, donc ils m'ont escorté jusqu'à la tente qui était 5 mètres à côté du feu où on était. Et puis, ils m'ont laissé ouvrir la tente. J'ai pris cet article qui était en espagnol, qui expliquait ce qu'on a fait. Et puis, ça s'est super bien terminé parce qu'ils sont restés toute la nuit pour assurer notre protection. Il faut quand même savoir que les 50 mecs avec le fusil, il y en a 40 qui étaient fin bourrés, puis on est seul avec une femme au milieu d'un désert. Ouais, donc, ça comporte quelques risques collatéraux, quoi. Enfin, voilà, des situations comme ça où on peut se permettre d'avoir peur. Quand j'ai traversé la jungle du Darién entre Colombie et Panama à pied, avec 12 jours, la machette, le hamac, 5 kilos de riz dans une zone du monde où il n'y a pas de sentier, pas de traces, pas d'humains, où c'est littéralement, j'ai pas dit interdit, mais où personne ne va, parce qu'il y a tous les guerrilleros, les fomenteurs de coups d'État du côté colombien, les narcotrafiquants, Ingrid Betancourt qui l'avait pris en otage parce qu'elle était célèbre, donc tout le monde se rappelle de cette histoire-là, et que c'est à ce moment-là que je décide de pas couper ma ligne magique en terre de feu Alaska, je voulais traverser cette jungle, donc on prend des risques quand même. Ouais. Je les ai bien calculés, apparemment ça a bien réussi, mais je suis toujours là. Mais dis donc, on a un récit d'un engagement incroyable. En fait, je trouve fou l'espèce de sérénité avec laquelle tu racontes que t'es pas passé loin, quoi. Peut-être des dizaines et des dizaines de fois, mais ça a pas du tout l'air de te faire monter des émotions particulières. C'est presque... Non, je crois que c'est le prix à payer du rêve. On sait très bien qu'en partant comme ça... La meilleure décision dans cette histoire, que j'aime beaucoup, prendre des décisions et payer le prix de ses choix, parce qu'on est au 21e siècle et on est dans un monde tellement aseptisé, tellement riche, tellement de possibilités, que tout le monde a envie de sortir de sa zone de confort, a envie de triper grave, a envie de kiffer, a envie de se faire de l'adrénaline en restant en 100% en sécurité. Et c'est là que ça va plus, quand on regarde tous les critères de sécurité pour faire un saut à l'élastique ou bien pour faire une course de montagne. On se retrouve, tout le monde a envie de dépasser ses limites, mais personne ne se donne les moyens de vraiment prendre le risque, quoi. Tout le monde aimerait vivre absolu sans prendre aucun risque. Non, je crois qu'il faut accepter que la vie c'est un risque perpétuel, et puis il faut seulement mettre toutes les chances de son côté, et 9 fois sur 10 ça réussit, quoi. La preuve c'est que je suis toujours là. Le plus grand risque de l'inconnu d'une aventure dont on n'a encore pas parlé, mais ça vaut peut-être la peine d'en prendre 2-3 minutes. Je reçois un jour un mail en 2010. Est-ce que je vais être le partenaire d'un de mes amis de Vancouver, Canada, pour traverser l'océan Atlantique à la rame? C'est quelque chose qui n'est pas mon milieu, qui n'est pas mon biotope. J'ai pas fait grand-chose sur la mer. Je regarde Isabelle, elle me fait un petit sourire parce qu'elle sait très bien qui je suis. Et dans ce mail d'approche, il y avait 2 phrases magiques. Je prends en charge tous les frais. Mon partenaire est un personnage qui est très riche. Donc pour un aventurier comme moi, quand j'ai 2 francs 6 sous, je les emploie pour vivre des émotions. Donc comme je disais avant, j'ai pas fait un plan de carrière, ça m'est égal. Par contre, j'ai vécu intensément au-dessus de la moyenne. Alors il me propose d'être son partenaire. Je prends en charge tous les frais. Donc affaires pratiques, concrètes, sociétales, réglées. Ouais. Et la dernière phrase, il avait déjà fait une tentative l'hiver d'avant.
traverser l'océan Atlantique est une des plus grandes expériences qu'un humain puisse vivre sur cette planète. N'importe qui en face de moi ou toi, tu me proposes une histoire aussi folle que ça en me mettant c'est une des plus belles choses qu'un humain puisse vivre sur la planète. Je veux quand même pas échapper à des belles émotions pareilles. Puisque c'est la quête de ta vie. En 10 secondes, j'ai décidé de traverser l'océan Atlantique à la rame. J'ai marqué yes, yes, yes. Puis tout s'est enchaîné. Par contre, ça veut pas dire que je suis tête brûlée puis que je suis plus fort que quelqu'un d'autre et puis tout. Et puis au mental, non, ça a rien à voir. Faut faire le contraire. Faut faire un acte d'humilité. J'avais 8 mois pour me préparer. Je suis parti 4 fois sur une base nautique en Angleterre, où ils forment tous les voileux de la planète, du Vendée Globe, de la Route du Rhum et autres, pour aller suivre un entraînement intensif de base pour la survie en mer. Je me suis donné les moyens pendant 8 mois d'être au niveau, d'avoir le droit de partir. J'ai pas la prétention que je connais quelque chose dans la mer, mais je me suis quand même mis les chances de mon côté. Parce que dire oui, je traverse l'océan Atlantique à la rame quand on n'a pas d'expérience, c'est peut-être prendre le risque d'aller mourir. Non, je suis pas fou. Moi, j'aime trop la vie, comme je disais avant. Donc, je me suis donné les moyens d'aller m'entraîner durement pour avoir le droit de partir. Et finalement, on est parti. Et puis cette expérience a été marquante dans ma vie parce que tout le monde retient l'Atlantique à la rame, 62 jours, 5 heures et quelques minutes, ça fait quand même 5500 km, ça fait une grande piscine. Enfin bon, à la rame, mais on avait décidé de le traverser d'une manière extrêmement pas normale pour vivre des émotions hors normes. Et en fait, on avait décidé de ramer 2 heures chacun son tour. Donc c'était un canoë de 6,40 m de long avec 90 jours. Ensemble. Un canoë de 6,40 m de long. Un canoë de rivière fait 5 mètres, donc c'est pas beaucoup plus grand, avec 90 jours de nourriture mise au millimètre sur ce bateau, et puis chacun son tour, on ramait 2 heures. Donc 2 heures de rame, 2 heures de pause, 24 heures sur 24, le canoë avance. Donc ça, c'est se mettre dans une condition hors norme simplement pour sentir couler la vie dans nos veines, quoi. Alors ça peut paraître complètement stupide, complètement fou, mais de nouveau, ce côté complètement pas normal amène quelque chose d'exceptionnel. C'est une de mes aventures les plus courtes, c'est que 2 mois, mais tellement intense, tellement difficile, tellement pas normal, tellement folle que ça a marqué ma vie. Je veux dire, moi qui avais eu le privilège de faire quelque chose d'original sur les 5 continents avec mes petits pieds, de faire quelque chose sur un océan d'une manière aussi excentrique, à apporter quelque chose à ma vie. Je veux dire, il y a des réflexions où vous avez tellement sommeil, vous êtes mouillé 24 heures sur 24, vous êtes secoué dans tous les sens. Vous avez peur avec des grosses vagues, que parfois on se demande peut-être pas seulement ce qu'on fait là, mais on se dit au fond pourquoi on le fait, quoi. Parce qu'on n'avait pas de record à la clé, on ne cherchait pas un Guinness Book, on n'avait pas de sponsoring, on n'avait pas de médias, on n'avait rien. On faisait ça juste pour vivre une des plus grandes expériences qu'un humain puisse vivre sur cette planète. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais une leçon ou en tout cas un conseil pour ceux qui nous regardent, conseil de vie, enfin c'est ton exemple, ta biographie en est un en soi, mais... Je suis pas un moralisateur, mais enfin si j'avais un message à faire passer, ben c'est mon credo principal, c'est ce que je dédicace sur mes livres, c'est avoir le courage d'oser. Avoir le courage d'oser, c'est l'essence même de ce que 9 personnes sur 10 rêvent d'oser mais ne le font pas. Parce que j'ai mal aux pieds, parce que ma femme n'est pas d'accord, parce que mes enfants, je les verrai pas, parce que j'ai pas l'argent. Il y a toujours quelque chose qui empêche d'avoir le courage d'oser. Que ce soit des petits rêves ou des grands rêves. Mais dans une Bible, ayez de temps en temps le courage d'oser. Avoir le courage d'oser, c'est ce qui permet à la vie d'avancer. Et puis, je pense que c'est déjà pas mal. Merci Serge d'être venu. Merci Stan.